Lors de ma fête d'anniversaire de 31 ans, entouré de ma famille et de mes amis dans mon jardin, ma sœur Diana s'est levée pendant le dîner et m'a tendu une boîte cadeau élégamment emballée. Tout le monde a applaudi pendant que je déchirais le papier, m'attendant à quelque chose de sincère. Au lieu de cela, j'ai trouvé une facture détaillée imprimée sur du papier à en-tête officielle, le montant total dû pour les cadeaux reçus sur 31 ans, 29 000 $. Toute la table a éclaté en applaudissements et en rires, pensant que c'était une blague élaborée, mais l'expression glaciale de Diana m'a dit que c'était très sérieux. Le papier d'emballage argenté est tombé au sol alors que je regardais le document avec incrédulité. Mon nom, Bart Thompson, était imprimé en haut en lettres grasses, suivi de ligne après ligne d'entrée détaillée. Cadeau d'anniversaire de 5 à 30 ans, cadeau de Noël sur des décennies, argent pour la remise des diplômes, aide pour les manuels universitaires, même les 20 $ qu'elle m'avait donnés pour l'essence quand je l'ai conduite à l'aéroport le mois dernier. Ma femme Jessica s'est penchée par-dessus mon épaule, son sourire s'effaçant alors qu'elle lisait le tableau méticuleusement organisé. Diana, c'est incroyable, a-t-elle chuchoté, mais sa voix portait de l'incertitude plutôt que de l'admiration. Le jardin est tombé dans le silence, à l'exception du crépitement de notre brasero et du bruit lointain des enfants du quartier qui jouaient. 37 personnes étaient assises autour de tables dépareillées que j'avais empruntées à notre église, tous les yeux fixés sur la scène qui se déroulait devant eux. Des assiettes en carton contenaient des restes de barbecue à moitié mangés et des gobelets rouges abandonnés alors que tout le monde assimilait ce dont ils étaient témoins. Ma mère Patricia a brisé le silence avec un rire nerveux. De l'argent, tu as toujours été si organisé, mais ça va un peu loin, tu ne crois pas? Diana a lissé sa robe bleu marine et s'est redressée. Maman, j'ai 33 ans et j'offre des cadeaux à Bart depuis 26 ans sans rien attendre en retour. Mais j'ai réalisé que la générosité devrait avoir des limites et je dois commencer à prioriser mon propre avenir financier. Mon père Robert a posé sa bouteille de bière avec plus de force que nécessaire. Diana Marie, qu'est-ce qui t'a pris, bon sang? C'est la fête d'anniversaire de ton frère. Exactement, a répondu Diana. Sa voix était stable et répétée. Quel meilleur moment pour régler de vieilles dettes que le jour de l'anniversaire où tout cela a commencé? J'ai levé les yeux de la facture, mes mains tremblant légèrement. Le document était formaté professionnellement, complet avec date, description et intérêt calculé pour les articles de plus de 5 ans. En bas, en texte rouge gras, il était indiqué « Paiement dû dans les 60 jours suivant la réception ». Des frais de retard seront facturés à 15% par mois. Marcus, le mari de Diana depuis 4 ans, a posé sa main sur son épaule avec une fierté évidente. Je lui ai dit qu'elle était trop généreuse depuis trop longtemps, a-t-il annoncé à la foule. Diana apprend enfin à valoriser ses propres contributions. La facture énumérait tout ce dont je pouvais me souvenir et des dizaines de choses que j'avais oubliées. La Nintendo Game Boy qu'elle m'avait achetée pour mon 10e anniversaire, 89 $. Le costume qu'elle m'avait aidé à choisir pour mes entretiens d'embauche à l'université, 215 $. La cafetière qu'elle nous a offerte à Jessica et moi pour notre pendaison de crémaillère, 67 $. Chaque entrée incluait le prix d'origine ajusté à l'inflation à l'aide d'une formule économique que je ne comprenais pas. Ma cousine Jennifer, assise à la table la plus proche de nous, s'est penchée en avant avec curiosité. Diana, combien de temps t'a-t-il fallu pour rassembler tout ça? 3 mois de recherche dédiée, a répondu Diana sans hésitation. J'ai passé en revue de vieux relevés de cartes de crédit, des reçus de magasins que j'avais gardés et j'ai même appelé certains détaillants pour vérifier les prix historiques. Je voulais être absolument juste et précise. Jessica a serré doucement mon bras, un geste qui a rendu cette situation surréaliste plus réelle d'une manière ou d'une autre. Bart, ça va, a-t-elle demandé doucement. Ça n'allait pas. Ma sœur venait de me tendre une facture de près de 30 000 $ devant toute ma famille élargie, traitant cela comme une révélation brillante plutôt que comme une demande totalement folle. Mais plus que cela, quelque chose dans son attitude suggérait que ce n'était pas une décision spontanée ou une blague mal pensée. C'était calculé, planifié et exécuté avec la précision d'une transaction commerciale. Diana, ai-je dit lentement en essayant de garder ma voix stable. Tu ne peux pas être sérieuse à ce sujet. Elle a légèrement incliné la tête, le même geste qu'elle faisait enfant lorsqu'elle était absolument certaine d'avoir raison sur quelque chose. Je suis tout à fait sérieuse, Bart. J'ai passé des années à t'offrir des cadeaux tout en luttant pour constituer mes propres économies. Il est temps que cette dynamique change. Les conversations autour de nous s'étaient complètement arrêtées.
Même les enfants au fond du jardin semblaient sentir la tension et s'étaient rapprochés pour écouter. Mon oncle Frank, qui ne voulait jamais rester silencieux lors des drames familiaux, s'est raclé la gorge bruyamment. « Eh bien, je serai damné », a-t-il dit en secouant la tête. En 47 ans de réunion de famille, je n'ai jamais rien vu de tel, Diana lui a souri, semblant prendre son commentaire comme une validation. Parfois, il faut du courage pour aborder des vérités inconfortables, oncle Frank. J'ai de nouveau fixé la facture, me concentrant sur le total en bas, 29 437,63 $. La précision de la chose était presque plus choquante que le montant lui-même. Ce n'était pas une estimation approximative ou un geste symbolique. C'était une comptabilité exacte de chaque dollar qu'elle prétendait que je lui devais. Où suis-je censé trouver 29 000 $ en 60 jours, ai-je demandé, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. L'expression de Diana s'est légèrement adoucie, mais sa résolution est restée ferme. Tu trouveras une solution, Bart. Tu le fais toujours. Tu es débrouillard quand tu en as besoin. En regardant autour de la table les visages des personnes que je connaissais depuis toute ma vie, j'ai réalisé que mon 31e anniversaire venait de devenir le jour le plus inconfortable dont je pouvais me souvenir. Mais autre chose devenait claire aussi. Si Diana pensait qu'elle pouvait me tendre une embuscade avec une attaque calculée déguisée en cadeau, elle avait sérieusement sous-estimé à quel point je comprenais la valeur de tenir des registres. Le lendemain matin de mon désastre d'anniversaire, je me suis assis à ma table de cuisine avec la facture de Diana étalée devant moi comme la preuve d'un crime. Jessica était déjà partie pour son quart de travail d'infirmière à l'hôpital et la maison semblait étrangement calme après le chaos de la veille au soir. J'avais à peine dormi, mon esprit parcourant des décennies de souvenirs pour essayer de comprendre comment ma relation avec ma sœur s'était détériorée à ce point. Diana avait appelé à 7 heures du matin, sa voix vive et joyeuse, comme si elle venait de me faire une merveilleuse surprise plutôt qu'un ultimatum dévastateur. « J'espère que tu as eu le temps de tout revoir », a-t-elle dit sans préambule. Je voulais expliquer ma méthodologie pour que tu comprennes à quel point j'ai été minutieuse. Je me suis frotté les yeux encore granuleux par manque de sommeil. Diana, j'ai besoin que tu m'expliques ce qui se passe vraiment ici. Ça ne peut pas être juste une question d'argent. C'est exactement une question d'argent, Bart, et d'équité, et de fixer enfin des limites appropriées dans notre relation. Elle avait l'air de lire un livre de développement personnel. Je tiens des registres détaillés depuis l'âge de 14 ans. Chaque cadeau d'anniversaire, chaque cadeau de Noël, chaque fois que je t'ai aidé financièrement, j'ai même suivi les occasions où j'ai payé tes repas ou t'ai donné de l'argent pour l'essence. La facture était organisée chronologiquement, commençant par un camion jouet à 5 $ qu'elle m'avait acheté pour mon 7e anniversaire et progressant vers des articles de plus en plus chers. Ce qui me dérangeait le plus n'était pas les montants, mais la nature méticuleuse de la tenue des registres. Elle n'avait pas seulement noté ce qu'elle avait dépensé, mais aussi les occasions, les magasins où elle avait fait ses achats et même son état émotionnel au moment de l'achat. Tu as noté ce que tu ressentais quand tu m'achetais des cadeaux, ai-je demandé en scannant une colonne intitulée Niveau d'investissement personnel. Absolument. J'ai évalué chaque cadeau sur une échelle de 1 à 10 en fonction du sacrifice que j'ai fait pour me le permettre et de l'énergie émotionnelle que j'ai investie pour choisir quelque chose de significatif pour toi. Sa voix portait la fierté de quelqu'un expliquant une innovation brillante. L'ours en peluche que je t'ai acheté quand tu as été hospitalisé pour une pneumonie a reçu un 10 parce que j'ai dépensé toute mon allocation et marché 12 pâtés de maison dans la neige pour trouver le parfait. Je me souvenais de cet ours en peluche. Je l'avais gardé pendant mes études universitaires et ne l'avais donné à une œuvre de charité que lorsque Jessica et moi avons emménagé ensemble. L'idée que Diana avait quantifié ce moment d'amour fraternel et l'avait transformé en un poste sur une facture m'a retourné l'estomac. Diana, offrir un cadeau n'est pas censé être une transaction commerciale. Quand tu offres un cadeau à quelqu'un, tu ne fais pas un investissement que tu espères être remboursé. Qui dit ça, son ton s'est aiguisé. Le dit la personne qui profite de ma générosité depuis des décennies sans jamais reconnaître le fardeau financier que cela m'a imposé. J'ai calculé que j'ai dépensé en moyenne 943 $ par an pour toi depuis mes 18 ans. Cet argent, j'aurais pu l'investir dans mes études, ma carrière ou mon fonds de retraite. La conversation devenait de plus en plus surréaliste à la minute. Tu as un diplôme universitaire que maman et papa ont payé et tu travailles régulièrement depuis l'obtention de ton diplôme. En quoi m'acheter des cadeaux d'anniversaire t'empêche-t-il de construire une carrière? Il y a eu une longue pause avant que Diana ne réponde et quand elle l'a fait, sa voix portait une pointe défensive que j'avais rarement entendue auparavant. Ma trajectoire de carrière a été plus difficile que prévu.
Le marché du travail et le marketing sont extrêmement compétitifs et j'ai dû faire des sacrifices pour maintenir mes normes professionnelles. Quelque chose dans sa formulation m'a semblé étrange, mais avant que je puisse poursuivre, elle s'est lancée dans une explication détaillée de son système comptable. Elle avait créé des catégories pour différents types de cadeaux, obligations de base pour les cadeaux d'anniversaire et de Noël, générosité améliorée pour les cadeaux de fin d'études et les occasions spéciales et soutien d'urgence pour les moments où elle m'avait aidé financièrement pendant mes études universitaires ou au début de ma carrière. La catégorie de soutien d'urgence est là où se trouve le vrai argent, a-t-elle expliqué, avec l'enthousiasme d'un comptable décrivant une stratégie fiscale complexe. Quand tu as eu besoin de $800 pour des manuels scolaires, ta deuxième année, quand je t'ai prêté $1 500 pour ton dépôt de garantie sur cet appartement, quand j'ai payé les réparations de ta voiture après cet accident. Tout cela est documenté avec des calculs d'intérêt basés sur ce que tu aurais payé si tu avais obtenu un prêt personnel auprès d'une banque. J'ai sorti un carnet et commencé à prendre des notes, en partie pour garder une trace de ces réclamations et en partie pour avoir quelque chose à faire de mes mains pendant que ma sœur démantelait notre relation avec l'efficacité d'un tableur. Tu m'as facturé des intérêts sur de l'argent que je ne savais même pas emprunter. Les intérêts reflètent le coût d'opportunité de mon capital, Bart. Si je ne t'avais pas soutenu, j'aurais pu gagner des rendements sur ces investissements. Au moment où Diana a fini d'expliquer son système, j'avais rempli 6 pages de notes. Elle avait suivi non seulement les cadeaux monétaires, mais aussi son temps et ses efforts. Me conduire à l'aéroport était évalué à $53 en fonction du kilométrage, de l'usure de son véhicule et de son taux horaire. M'aider à déménager d'appartement a valu une charge de $220 pour 8 heures de travail à ce qu'elle appelait les taux du marché pour l'aide au déménagement. L'entrée la plus choquante était vers la fin, travail émotionnel pour avoir servi de liaison familiale principale et maintenu la relation avec le frère, $450 par an pendant 15 ans. Elle avait littéralement mis une étiquette de prix sur le fait d'être ma sœur. Diana, tu ne peux pas faire payer quelqu'un pour un travail émotionnel dans une relation familiale. Ce n'est pas comme ça que les familles fonctionnent. C'est exactement comme ça que les familles devraient fonctionner, a-t-elle répliqué. Pendant trop longtemps, on a attendu des femmes qu'elles fournissent un soutien émotionnel et pratique illimité sans compensation ni reconnaissance. J'applique simplement des principes commerciaux standards aux relations personnelles pour assurer l'équité et la justice. Aussi bizarre que fut la conversation, je commençais à comprendre quelque chose d'important. Ce n'était pas vraiment une question d'argent. Diana était en colère à propos de quelque chose de beaucoup plus profond et la facture était sa façon d'exprimer une frustration qu'elle nourrissait depuis des années. « Qu'est-ce qui te dérange vraiment ?» ai-je demandé. Parce que ce niveau de ressentiment ne se développe pas du jour au lendemain. Une autre longue pause. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix était plus calme, mais non moins déterminée. « Tu as toujours été l'enfant prodige, Bart. Tout te vient facilement. Bonne note, bon travail, femme parfaite, belle maison. Pendant ce temps, je lutte pour construire la vie que je veux et il semble que tout le monde s'attend à ce que je sois reconnaissante d'avoir l'opportunité de soutenir ton succès. Cela a frappé différemment que les exigences financières. Diana m'avait toujours semblé confiante et prospère. Elle avait un diplôme en marketing d'une bonne université, elle avait épousé Marcus, qui semblait dévoué à elle, et elle vivait dans une belle maison dans un quartier chic. L'idée qu'elle se sentait sans succès ou éclipsée ne m'était jamais venue à l'esprit. Diana, tu as une belle vie. De quoi parles-tu? Vraiment, Bart? Vraiment? Sa voix s'élevait à nouveau. Regarde les faits objectivement. Tu es propriétaire de ta maison. Tu as une carrière stable que tu aimes et Jessica t'adore. J'ai 33 ans, je paie toujours une hypothèque sur une maison que je peux à peine me permettre, je travaille dans un domaine de plus en plus instable et je regarde mes amis acheter de nouvelles voitures et prendre des vacances pendant que je dépense mon revenu discrétionnaire pour tes cadeaux d'anniversaire. Le ressentiment dans sa voix était si brut, c'était presque douloureux à entendre. Mais quelque chose dans sa description de sa situation ne collait pas. Diana et Marcus semblaient vivre assez confortablement. Ils conduisaient de belles voitures, faisaient des voyages réguliers et leur maison était magnifiquement meublée. Si l'argent était vraiment serré, ces choix de vie n'avaient pas de sens. Diana, je vois les photos que tu postes sur les réseaux sociaux. Toi et Marcus venez de rentrer de Napa Valley le mois dernier. Tu conduis une voiture plus récente que la mienne. Si tu as des difficultés financières, peut-être devrais-tu regarder tes habitudes de dépenses plutôt que de blâmer les $50 que tu dépenses pour mon cadeau de Noël.
Ce voyage était un cadeau des parents de Marcus et ma voiture est louée parce que c'est plus efficace fiscalement pour mon travail de conseil en entreprise. Le ton défensif était de retour, plus fort qu'avant. Tu ne comprends pas la complexité de notre situation financière. Quelque chose dans son explication a déclenché un souvenir. À la fête d'anniversaire, Marcus avait semblé vraiment surpris par certains montants sur la facture de Diana. Quand elle avait mentionné les 215 $ pour mon costume d'entretien, il avait eu l'air confus et lui avait chuchoté quelque chose sur le fait de ne pas se souvenir de cette dépense. À l'époque, j'avais supposé qu'il était simplement impressionné par sa tenue de registre, mais maintenant je me demandais s'il y avait plus que ça. Est-ce que Marcus est au courant de toutes ces dépenses? Ai-je demandé prudemment. Bien sûr qu'il le sait. Nous discutons de toutes les décisions financières majeures ensemble. Mais sa réponse est venue trop vite avec le ton pratiqué de quelqu'un qui avait répété une réponse. Diana, quand tu m'as acheté cette cafetière pour 67 $, as-tu dit à Marcus que tu dépensais 67 $ pour un cadeau pour moi? Ou lui as-tu dit que tu achetais quelque chose pour ta cuisine? Et que tu me l'as donné à la place? Le silence qui a suivi était une réponse suffisante. Bart, c'est une question totalement injuste et cela montre à quel point tu comprends peu le mariage et les finances partagées. Mais je commençais à comprendre quelque chose de tout à fait différent. Diana n'avait pas seulement gardé une trace des cadeaux qu'elle m'avait offerts. Elle avait créé une justification élaborée pour un comportement financier que peut-être même elle ne comprenait pas entièrement. La facture n'était pas vraiment pour me faire rembourser. C'était pour se sentir mieux à propos de décisions financières plus compliquées qu'elle ne voulait l'admettre. J'ai besoin de temps pour traiter tout ça, lui ai-je dit. 60 jours est un délai assez serré pour trouver près de 30 000 $. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose, a-t-elle dit, sa voix revenant au ton vif et joyeux avec lequel elle avait commencé. Tu es très débrouillard quand tu en as besoin. Après qu'elle ait raccroché, je suis resté assis à regarder la facture pendant une autre heure. Diana avait raison sur une chose, j'allais trouver quelque chose, mais probablement pas ce à quoi elle s'attendait. 3 jours après l'appel téléphonique de Diana, j'ai conduit jusqu'à la First National Bank avec une boîte pleine de documents financiers et le sentiment croissant que la facture de ma sœur n'était que le début d'une histoire beaucoup plus vaste. Ma banquière, Madame Rodriguez, connaissait ma famille depuis 15 ans et m'a accueilli avec le genre d'expression inquiète que les gens réservent aux clients qui se présentent en ayant l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Bart, tu as l'air terrible. Qu'est-ce qui se passe? J'ai étalé la facture de Diana sur son bureau, ainsi que mes propres relevés bancaires, dossiers de cartes de crédit et un bloc-notes couvert de notes. J'ai besoin de reconstituer ma relation financière avec ma sœur remontant à environ 10 ans. Elle prétend que je lui dois 29 000 $ pour des cadeaux, mais j'ai le sentiment que la véritable histoire est plus compliquée que ça. Madame Rodriguez a mis ses lunettes de lecture et a examiné la facture de Diana avec l'attention minutieuse de quelqu'un qui avait vu tous les types de litiges financiers familiaux imaginables. C'est assez détaillé, a-t-elle dit diplomatiquement. À quel point diriez-vous que ces chiffres sont précis? C'est ce que j'essaie de comprendre. Je me souviens de la plupart de ces cadeaux et les montants semblent à peu près corrects. Mais je commence à réaliser que j'ai été financièrement généreux avec Diana aussi, et je n'ai jamais tenu de registre comme elle l'a fait. Ce que j'ai découvert en 3 jours à fouiller dans mon histoire financière était à la fois embarrassant et éclairant. Je m'étais toujours considéré comme raisonnablement organisé avec l'argent, mais comparé à la tenue méticuleuse des registres de Diana, j'étais pratiquement négligent. J'avais des années de relevés bancaires montrant des paiements à Diana ou des dépenses liées à elle, mais je ne les avais jamais catégorisés ou pensés comme des prêts ou des cadeaux qui pourraient devoir être remboursés. Madame Rodriguez m'a aidé à organiser mes découvertes chronologiquement. En 2018, j'avais fait un chèque de 8 000 $ à Diana pour aider à ce qu'elle appelait des problèmes temporaires de trésorerie. La ligne mémo disait simplement « prêt familial ». En 2019, j'avais payé son assurance automobile pendant 6 mois alors qu'elle était entre 2 emplois, pour un total de 1 200 $. En 2020, j'avais couvert sa part de la fête d'anniversaire de mariage de nos parents, ce qui m'avait coûté 3 400 $. A-t-elle déjà remboursé quelque chose, a demandé Madame Rodriguez. Une partie, peut-être. Honnêtement, je ne suivais pas ça. J'ai sorti un dossier de dépôt en espèces qui ne correspondait pas à mon salaire ou à d'autres revenus réguliers. Ceux-ci pourraient être des remboursements partiels, mais je n'ai aucun moyen de le savoir avec certitude. Plus nous creusions dans mes dossiers, plus l'image devenait compliquée. J'avais été financièrement généreux avec Diana, mais j'avais aussi été négligent dans la documentation de nos transactions.
Elle avait été méticuleuse pour suivre ce qu'elle me donnait tout en étant apparemment beaucoup moins organisée pour suivre ce qu'elle recevait. Bart, j'ai besoin de vous demander quelque chose et je veux que vous réfléchissiez bien avant de répondre. Madame Rodriguez s'est penchée en arrière dans sa chaise. À votre avis, Diana vous a-t-elle déjà donné l'impression que ces cadeaux pour vous étaient des prêts qu'elle s'attendait à voir remboursés? J'ai pensé à chaque anniversaire, chaque Noël, chaque fois qu'elle m'avait remis de l'argent ou acheté quelque chose dont j'avais besoin. Jamais. Pas une seule fois. Elle disait toujours des choses comme « j'ai vu ça et j'ai pensé à toi » ou « je voulais t'offrir quelque chose de sympa ». Il n'a jamais été question de remboursement ou de tenir compte des montants. Quand vous lui donniez de l'argent ou payiez ses dépenses, quelle était votre compréhension de ces transactions? J'ai toujours supposé que c'était des cadeaux ou un soutien familial. C'est ma sœur. Quand elle avait besoin d'aide, je l'aidais. Je n'ai jamais pensé à cela comme créant une dette ou attendant un remboursement formel. Madame Rodriguez a hoché la tête lentement. Je travaille dans la banque depuis 23 ans et j'ai vu beaucoup de litiges financiers familiaux. Cette situation est inhabituelle parce que l'approche de Diana est si professionnelle. La plupart des conflits d'argent familiaux sont émotionnels et désorganisés. Cela semble différent. Elle avait raison. La facture de Diana n'était pas le produit d'une colère soudaine ou d'un moment de frustration. C'était le résultat d'années de planification et de calcul. Mais ce qui me dérangeait le plus était le décalage entre le suivi minutieux de sa propre générosité par Diana et son mépris apparent pour la mienne. Madame Rodriguez, que feriez-vous si vous étiez à ma place? Je voudrais comprendre toute l'étendue de la relation financière avant de répondre à ces demandes. On vous demande de payer près de 30 000 $ sur la base de ces seuls dossiers. Vous avez le droit de présenter votre propre comptabilité de la situation. J'ai passé les 2 heures suivantes avec Madame Rodriguez et son assistante à reconstituer mon histoire financière avec Diana aussi complètement que possible. Nous avons trouvé des enregistrements de paiements directs, de dépenses partagées que j'avais couvertes seule et des dizaines de transactions plus petites qui semblaient individuellement insignifiantes mais collectivement peignaient un tableau de soutien financier constant circulant dans les deux sens. À la fin de notre session, ma contre-comptabilité montrait que j'avais donné ou prêté à Diana environ 43 000 $ au cours de la même période couverte par sa facture. Même en tenant compte des remboursements partiels que je pouvais identifier, elle me devait toujours environ 31 000 $. C'est incroyable, ai-je dit, fixant notre feuille de calcul. Elle me doit plus d'argent qu'elle ne prétend que je lui en dois. Cela semble être le cas d'après les dossiers que nous pouvons vérifier, a convenu prudemment Madame Rodriguez. Mais Bart, je veux que vous considériez quelque chose d'important. Si vous présentez ces informations à Diana, vous aggraverez considérablement la situation. En ce moment, c'est un désaccord familial sur la nature des cadeaux et des obligations. Si vous transformez cela en réclamation financière concurrente, cela devient quelque chose de beaucoup plus sérieux. Elle avait tout à fait raison, mais j'étais au-delà de me soucier de l'escalade. Diana m'avait publiquement humilié devant toute ma famille avec une attaque calculée conçue pour me faire passer pour un profiteur ingrat. Si elle voulait traiter notre relation comme une transaction commerciale, elle allait avoir droit au traitement commercial complet. Madame Rodriguez, j'ai besoin de copies de tout ce que nous avons documenté aujourd'hui et je pense que je vais avoir besoin d'un avocat. Bart, avant de prendre cette voie, peut-être devriez-vous essayer de parler à Diana une fois de plus. Montrez-lui ce que vous avez trouvé et voyez si vous pouvez régler cela en privé. L'implication légale rendra cette situation beaucoup plus coûteuse et beaucoup plus destructrice pour vos relations familiales. J'appréciais sa prudence, mais Diana avait déjà rendu cette situation destructrice. La facture qu'elle avait présentée à ma fête d'anniversaire n'était pas seulement une demande financière. C'était une déclaration publique qu'elle voyait toute notre relation à travers le prisme des profits et des pertes. Si c'était ainsi qu'elle voulait jouer, j'étais prêt à lui montrer comment ce jeu fonctionnait réellement. Je lui donnerai une chance de retirer la facture et de s'excuser, ai-je dit. Mais si elle insiste pour me traiter comme un débiteur, je vais répondre comme un créancier. Madame Rodriguez a imprimé tout ce que nous avions assemblé et m'a aidé à l'organiser dans un dossier qui reflétait la présentation professionnelle de la facture de Diana. Bart, quoi que vous décidiez de faire, rappelez-vous qu'elle est toujours votre sœur. Essayez de trouver un moyen de résoudre cela qui n'endommage pas définitivement votre relation. Je l'ai remercié pour le conseil, mais je n'étais pas sûr que notre relation puisse être sauvée. Diana avait passé des années à calculer le coût d'être ma sœur et avait conclu que je lui devais de l'argent pour ce privilège.
ce niveau de ressentiment et de pensée déformée ne s'est pas développé du jour au lendemain et cela ne pouvait probablement pas être résolu par une simple conversation sur les divergences comptables. En rentrant chez moi avec mon dossier de preuves financières, j'ai réalisé que la facture de Diana avait révélé quelque chose que j'avais ignoré pendant des années, ma sœur ne me voyait pas comme de la famille. Elle me voyait comme une opportunité commerciale qui avait été insuffisamment rentable. La question était maintenant de savoir si j'allais la laisser continuer à opérer sous cette illusion. 2 semaines après ma séance bancaire avec Madame Rodriguez, j'ai conduit jusqu'au Willow Creek Country Club, le lieu élégant où Diana et Marcus avaient célébré leur mariage 4 ans plus tôt. J'ai dit à Jessica que je rencontrais un client potentiel là-bas, ce qui n'était pas entièrement un mensonge puisque je rassemblais des informations qui seraient certainement utiles dans ma réponse à la facture de Diana. Le country club s'étendait sur 200 acres de pelouse et de jardins entretenus avec un clubhouse qui ressemblait à quelque chose d'un magazine sur le luxe du Sud. Diana avait toujours décrit le choix de ce lieu comme l'accomplissement de ses rêves d'enfance, mais quelque chose que Marcus avait dit à ma fête d'anniversaire continuait de me tracasser. Quand Diana a mentionné les frais de mariage sur sa facture, il avait eu l'air vraiment confus et avait marmonné quelque chose sur le fait de penser que ses parents avaient tout payé. J'avais pris rendez-vous avec Jennifer Walsh, la coordinatrice d'événements, qui avait géré le mariage de Diana sous prétexte de planifier ma propre cérémonie de renouvellement de vœux avec Jessica. Jennifer était une petite femme dans la quarantaine avec le genre d'énergie organisée que les planificateurs d'événements à succès semblaient irradier. « Félicitations pour votre prochain anniversaire », a-t-elle dit, alors que nous nous installions dans son bureau donnant sur le terrain de golf. « Depuis combien de temps êtes-vous mariés ?»« 6 ans en octobre. Ma femme est infirmière, et nous avons été tellement occupés par nos carrières que nous n'avons jamais eu la grande célébration que nous voulions à l'origine. » J'avais répété cette histoire, mélangeant suffisamment de vérité avec de la fiction pour paraître crédible. Jennifer a ouvert un portfolio en cuir et a sorti des exemples de photos de mariage récents. Je comprends tout à fait. De nombreux couples viennent nous voir voulant créer la célébration qu'ils ne pouvaient pas se permettre plus tôt dans leur mariage. Avez-vous un style particulier en tête? En fait, ma sœur s'est mariée ici il y a environ 4 ans, et nous avons tout aimé de sa réception. Diana Thompson, bien que son nom de femme mariée soit Diana Brox maintenant. Le visage de Jennifer s'est illuminé de reconnaissance. Oh, oui, je me souviens très bien du mariage de Diana. C'était absolument magnifique, l'une de nos célébrations d'automne les plus élégantes. La mariée était si particulière sur chaque détail, ce que j'apprécie toujours chez une cliente. Elle a toujours été perfectionniste. Je me souviens avoir été impressionné par combien elle et Marcus avaient économisé pour leur mariage de rêve. J'ai surveillé l'expression de Jennifer attentivement en parlant. « Eh bien, en fait, » a dit Jennifer, puis elle s'est arrêtée et a eu l'air incertaine. « Je suis désolé, je ne devrais pas discuter des arrangements financiers d'autres clients. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons travaillé très dur pour créer exactement ce que Diana envisageait dans les paramètres de son budget. La façon dont elle avait commencé à corriger mon hypothèse sur Diana et Marcus économisant pour le mariage m'a dit que j'étais sur la bonne voie. Je comprends tout à fait la discrétion professionnelle. J'étais juste impressionné par leur planification financière parce que ma sœur avait été entre 2 emplois pendant un moment avant le mariage. Il a dû falloir une discipline incroyable pour économiser pour une célébration aussi élégante. Jennifer avait l'air de plus en plus mal à l'aise. M. Thompson, je ne peux vraiment pas discuter des détails de la façon dont le mariage de Diana a été financé, mais je peux vous montrer les forfaits que nous proposons et vous aider à comprendre ce qui pourrait fonctionner pour votre célébration. Je l'ai laissé me montrer 3 options de forfaits différentes pendant que je réfléchissais à la façon d'obtenir les informations dont j'avais besoin sans la mettre dans une position impossible. Finalement, j'ai décidé d'une approche directe qui ne l'obligeait pas à violer la confidentialité des clients. Jennifer, je vais être tout à fait honnête avec vous sur la raison de ma présence. Ma sœur m'a récemment présenté une facture réclamant que je lui dois de l'argent pour des cadeaux qu'elle m'a offerts au fil des ans. Mais j'ai passé en revue mes propres dossiers financiers et je trouve des paiements que j'ai effectués que je ne peux pas entièrement expliquer. Je me demande si j'aurais pu contribuer à ces frais de mariage sans m'en rendre compte à l'époque. L'expression de Jennifer est passée de la confusion à la compréhension. Oh mon Dieu, c'est une situation très délicate. Je ne vous demande pas de me dire quoi que ce soit sur les arrangements financiers de Diana. Mais si vous pouviez m'aider à comprendre comment les paiements ont été effectués pour son mariage, je pourrais peut-être déterminer si j'étais impliqué. J'ai des relevés bancaires montrant de gros virements autour de cette période. Jennifer est restée silencieuse un long moment,
pesant clairement ses obligations professionnelles par rapport aux circonstances inhabituelles. Finalement, elle a sorti un dossier différent de son classeur. M. Thompson, je ne peux pas discuter des informations financières de votre sœur, mais je peux vous montrer les différentes façons dont les clients gèrent généralement le paiement de nos services. Certains couples paient à partir de comptes conjoints, certains ont des contributions familiales, et certains utilisent plusieurs sources de financement. Elle a étalé plusieurs exemples de factures avec les informations d'identification expurgées. Par exemple, ce couple a eu sa réception payée par 3 sources différentes, les parents de la mariée ont couvert le lieu et la restauration, la famille du marié a géré les fleurs et la musique, et le couple lui-même a payé la photographie et les décorations supplémentaires. J'ai étudié les échantillons, comprenant que Jennifer essayait de m'aider sans violer ses obligations de confidentialité. Donc, il serait possible pour quelqu'un de payer une partie d'un mariage sans que le marié ne s'en rende compte. Il n'est pas rare que des membres de la famille contribuent aux frais de mariage sans que la mariée ou le marié ait une visibilité complète sur tous les arrangements financiers. Parfois, les parents ou les frères et sœurs veulent faire un cadeau discrètement, et parfois les couples préfèrent gérer certaines logistiques séparément pour réduire le stress pendant le processus de planification. Cela confirmait ce que je commençais à soupçonner. J'ai sorti mes relevés bancaires et j'ai trouvé les transactions que je cherchais, un paiement de $8 000 en septembre il y a 4 ans, et un autre paiement de $7 000 le mois suivant, tous deux à Wedding Vendor Service LLC. Jennifer, reconnaissez-vous ce nom d'entreprise Wedding Vendor Service LLC? Elle a regardé le relevé bancaire et a hoché la tête. C'est notre société de traitement pour certains types de paiements. Les clients qui utilisent plusieurs sources de financement trouvent parfois plus facile de consolider les paiements via notre système de gestion des fournisseurs. $15 000. J'avais payé $15 000 pour le mariage de Diana, mais je n'avais aucun souvenir d'avoir accepté cette dépense. Je me souvenais que Diana m'avait demandé de l'aide pour certaines logistiques de mariage et de lui avoir donné accès à mon compte pour ce que je pensais être un problème temporaire de trésorerie, mais je n'avais jamais imaginé qu'elle utilisait mon argent pour payer des frais de mariage majeurs. Jennifer, hypothétiquement, si quelqu'un avait accès au compte bancaire d'une autre personne et l'utilisait pour effectuer des paiements sans divulguer entièrement à quoi servaient ces paiements, votre entreprise en aurait-elle une trace? Jennifer avait l'air vraiment inquiète maintenant. Monsieur Thompson, ce serait une situation très grave. Tous nos dossiers de paiement incluent des signatures d'autorisation et des coordonnées pour les titulaires de compte. S'il y avait des irrégularités dans la façon dont les paiements étaient autorisés, nous voudrions certainement enquêter. J'ai senti mon rythme cardiaque augmenter alors que les implications devenaient claires. Serait-il possible pour moi d'obtenir des copies des autorisations de paiement pour mon compte? Si j'ai effectué des paiements pour le mariage de Diana, j'aurais dû signer des formulaires d'autorisation, n'est-ce pas? Absolument. Tout paiement de plus de $500 nécessite une autorisation écrite du titulaire du compte, y compris une vérification d'identité. Si vous le souhaitez, je peux extraire ces dossiers tout de suite. Jennifer m'a laissé seule dans son bureau pendant 10 minutes pendant qu'elle récupérait les fichiers de paiement. À son retour, elle portait un dossier avec une expression troublée sur le visage. Monsieur Thompson, j'ai trouvé les formulaires d'autorisation pour les paiements de votre compte. Je pense que vous devez voir ça. Elle m'a tendu 2 documents, portant tous deux des versions falsifiées de ma signature. L'écriture était clairement celle de Diana et les coordonnées indiquées étaient le numéro de portable et l'adresse email de Diana, pas les miens. Jennifer, je n'ai jamais signé ces formulaires. Ce n'est pas ma signature. J'avais peur que vous disiez ça. Jennifer s'est assise lourdement. Monsieur Thompson, cela semble être un cas de fraude financière. Votre sœur a utilisé votre compte pour effectuer des paiements pour son mariage à votre insu et sans votre autorisation, et elle a falsifié votre signature sur nos formulaires de paiement. La pièce semblait tourner. Diana n'avait pas seulement omis de mentionner que j'avais aidé à payer son mariage. Elle avait activement volé de l'argent sur mon compte et commis une fraude pour le dissimuler. Et Marcus ne savait vraiment pas parce que Diana lui avait caché la véritable source du financement aussi. Qu'est-ce que je fais maintenant, ai-je demandé. Jennifer attrapait déjà son téléphone. D'abord, je dois signaler cela à notre direction et à notre service juridique. C'est un crime grave et nous avons des obligations lorsque nous découvrons des autorisations frauduleuses. Deuxièmement, vous devriez contacter votre banque immédiatement et signaler les transactions non autorisées. Et troisièmement, vous devriez probablement consulter un avocat sur vos options. Alors que j'étais assis dans le bureau de Jennifer Walsh à regarder ma signature falsifiée sur des documents prouvant que ma sœur m'avait volé $15 000,
j'ai réalisé que la facture de Diana n'était pas seulement une tentative de récupérer de l'argent qu'elle pensait lui être dû. C'était une attaque calculée conçue pour me mettre sur la défensive alors qu'elle était en fait celle qui me devait de l'argent et avait commis une fraude pour l'obtenir. La question n'était plus de savoir si j'allais riposter. La question était de savoir à quel point j'allais exposer ce que Diana avait vraiment fait. Armé de preuves de la fraude au mariage de Diana, j'ai passé le week-end suivant à enquêter systématiquement sur chaque grosse transaction financière que j'avais effectuée au cours des 5 dernières années. Ce que j'ai découvert a fait passer les paiements de mariage pour un petit larcin comparé au stratagème élaboré que Diana opérait. En mars 2020, j'avais transféré 45 000 $ de mon compte d'épargne vers quelque chose appelé Thompson Family Trust Management. La ligne mémo sur mon relevé bancaire indiquait le fonds de soins de papa, et j'avais un souvenir clair d'avoir créé ce compte avec Diana pour gérer les dépenses de vie assistée de notre père lorsque sa santé a commencé à décliner. Ce dont je ne me souvenais pas, c'était d'avoir jamais vu papa emménager dans une résidence assistée. J'ai conduit jusqu'à Sunset Manor, l'établissement où je pensais que notre père vivait, pour me faire dire par le directeur des admissions que Robert Thompson n'avait jamais été résident là-bas. En fait, il n'avait aucune trace de lui ayant jamais postulé ou été évalué pour leur service. « Êtes-vous sûr d'avoir le bon établissement ?» a demandé Madame Patterson, la directrice. Parfois, les familles visitent plusieurs endroits pendant le processus de prise de décision. Je lui ai montré les documents que Diana m'avait donnés lorsque nous avons créé le fonds fiduciaire. Selon les documents, papa était censé emménager dans l'unité de soins de la mémoire de Sunset Manor en avril 2020 et ses dépenses mensuelles étaient projetées à 3 800 $. Madame Patterson a examiné les documents avec une inquiétude croissante. Monsieur Thompson, ces formulaires ont été modifiés. Regardez cette date d'admission et ces projections de coûts. Ils ne correspondent pas à notre format standard et les prix sont complètement faux. Notre unité de soins de la mémoire coûte 5 200 $ par mois, pas 3 800 $. Mes mains tremblaient alors que j'appelais Diana depuis le parking de Sunset Manor. Elle a répondu à la 4e sonnerie, l'air distrait. Bart? Je suis au milieu de quelque chose. Est-ce que ça peut attendre? Diana. Je viens de quitter Sunset Manor. Papa n'a jamais été patient là-bas. Où sont les 45 000 $ que j'ai mis dans son fonds de soins? Le silence à l'autre bout de la ligne s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Diana, tu es là. Je suis là. Sa voix était plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Bart, la situation avec les soins de papa est devenue plus compliquée que nous ne l'avions prévu. Quelle situation? Où vit papa et où est l'argent? Une autre longue pause. Papa a décidé qu'il ne voulait pas aller en résidence assistée. Il voulait rester indépendant, alors je l'ai aidé à explorer d'autres options. L'argent a été utilisé pour ses soins, juste d'une manière différente de ce que nous avions prévu à l'origine. J'ai senti une fureur froide monter dans ma poitrine. Diana, j'ai parlé à papa hier et il vit avec tante Marie dans sa maison d'amis. Il est là depuis 2 ans. Tante Marie m'a dit qu'il avait emménagé avec elle parce qu'il ne pouvait pas se permettre une résidence assistée avec sa seule sécurité sociale. Bart, tu simplifies trop une situation très complexe. Je simplifie trop, Diana? Je t'ai donné 45 000 $ spécifiquement pour payer les soins professionnels de papa et au lieu de les utiliser à cette fin, tu l'as laissé emménager avec notre tante de 78 ans pendant que tu utilisais l'argent pour autre chose. Pourquoi l'as-tu utilisé? Je l'ai utilisé pour un acompte sur notre maison. L'aveu est sorti d'un coup, comme si elle arrachait un pansement. Marcus et moi avions besoin d'aide pour l'acompte et j'allais le rembourser avant que papa n'ait réellement besoin de soins. J'étais assis dans ma voiture, fixant la façade élégante de l'établissement de vie assistée où mon père était censé recevoir des soins professionnels pendant que ma sœur avouait avoir volé son fonds de soins pour acheter sa maison de rêve. Diana, cet argent n'était pas à toi pour l'emprunter. Il était spécifiquement désigné pour les soins médicaux de papa. J'allais le rembourser, Bart. J'avais un plan pour remplacer l'argent avant que papa n'en ait besoin. Quand prévoyais-tu de le rembourser? Cela fait 2 ans et selon ta facture, tu penses que je te dois de l'argent au lieu de l'inverse. Mon activité de conseil a été plus lente à se développer que prévu, mais ça commence à décoller maintenant. J'aurais pu remplacer l'argent de papa bientôt. Quelque chose dans sa formulation a déclenché une autre prise de conscience. Diana, quelle activité de conseil? Marcus m'a dit à la fête que tu travaillais à distance pour une agence de marketing à Chicago. Je travaille à distance.
Je fournis des services de conseil à divers clients, y compris certaines entreprises à Chicago. Diana, es-tu employée ou es-tu indépendante? Parce qu'il y a une grande différence. Je construis mon propre cabinet de conseil tout en maintenant des relations avec plusieurs clients principaux. L'évasion de sa réponse m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai appelé le portable de Marcus tout en étant toujours assis dans le parking. Et, Bart, tout va bien après la folie de l'anniversaire? Marcus, j'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin d'une réponse directe. Est-ce que Diana travaille pour une entreprise à Chicago ou a-t-elle sa propre entreprise de conseil? Elle travaille pour Midwest Marketing Solutions. Ça fait environ 3 ans maintenant. Pourquoi demandes-tu? Que te dit-elle de ses revenus de ce travail? Elle gagne décemment, environ 58 000 par an, mais elle dit que l'industrie du marketing est vraiment volatile en ce moment, donc ses heures fluctuent beaucoup. Certains mois, elle travaille 60 heures par semaine, d'autres mois, c'est plutôt 20. J'ai fermé les yeux et essayé de traiter ce que Marcus me disait. Diana mentait à son mari en lui disant qu'elle avait un emploi stable tout en dirigeant une sorte d'entreprise de conseil qui ne générait apparemment pas assez de revenus pour rembourser l'argent qu'elle avait volé dans le fonds de soins de notre père. Marcus, quand vous avez acheté votre maison, d'où venait l'argent de l'acompte? Du fonds fiduciaire familial de Diana. Son grand-père lui a laissé de l'argent qui est devenu disponible quand elle a eu 30 ans. Nous avons eu vraiment de la chance parce que nous n'aurions pas pu nous permettre l'acompte avec nos seuls salaires. Notre grand-père avait été un ouvrier d'usine qui vivait dans un petit appartement jusqu'à sa mort. Il n'avait jamais eu de fonds fiduciaires ni d'économies importantes. Mais Marcus n'avait aucun moyen de le savoir parce que Diana avait créé une histoire financière familiale entièrement fictive pour expliquer d'où venait l'argent de leur acompte. Marcus, je dois te dire quelque chose et ça va être vraiment difficile à entendre. J'ai passé 20 minutes à expliquer tout ce que j'avais découvert, les paiements de mariage falsifiés, l'argent volé du fonds de soins et les mensonges sur l'histoire financière de notre famille. Marcus écoutait sans interrompre, mais je pouvais entendre sa respiration devenir plus lourde à mesure que les implications devenaient claires. Bart, es-tu absolument sûr de ça? Parce que si ce que tu dis est vrai, Diana ne t'a pas seulement menti. Elle m'a menti sur à peu près tout ce qui concerne nos finances. Je suis sûr, Marcus. J'ai des documents pour tout ça. Relevé bancaire, formulaire d'autorisation falsifié et dossier d'établissement montrant que papa n'a jamais été admis nulle part. Oh mon Dieu! La voix de Marcus était à peine un murmure. Notre demande d'hypothèque. Diana m'a dit qu'elle avait la preuve du fonds fiduciaire familial. Elle m'a montré des documents d'apparence officielle sur son héritage. Si tout cela était faux, alors nous avons commis une fraude hypothécaire. L'ampleur totale de la tromperie de Diana devenait claire. Elle n'avait pas seulement volé de l'argent à moi et à notre père. Elle avait commis plusieurs crimes et avait impliqué son mari dans une fraude hypothécaire à son insu. Marcus, tu dois parler à un avocat et tu dois avoir une conversation très sérieuse avec Diana sur ce qu'elle a d'autre comme mensonge. Après avoir raccroché avec Marcus, je suis resté assis dans le parking de Sunset Manor pendant une autre heure, essayant de comprendre comment ma sœur était devenue capable d'une tromperie aussi élaborée et soutenue. La Diana avec qui j'avais grandi avait été organisée et ambitieuse, mais pas malhonnête. Ce niveau de fraude exigeait de la planification, de la manipulation et une volonté de nuire aux personnes les plus proches d'elle. Mon téléphone a sonné. C'était Diana et sa voix tremblait quand j'ai répondu. Bart, Marcus me pose beaucoup de questions sur nos finances. Qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Je lui ai dit la vérité, Diana, quelque chose que tu n'as apparemment pas fait depuis des années. Tu ne comprends pas la pression que j'ai subie pour essayer de construire la vie que Marcus et moi méritons tout en gérant les obligations familiales et une économie difficile. Diana, tu as volé l'argent des soins de papa et commis une fraude hypothécaire. Il ne s'agit pas de pression ou de circonstances difficiles. Il s'agit de crime. J'allais tout arranger avant que quelqu'un ne soit blessé. J'avais un plan pour que tout fonctionne. Ton plan était de me faire payer 29 000 $ pour des cadeaux alors que tu étais en fait celle qui me devait de l'argent. Ce n'est pas arranger quoi que ce soit, Diana. C'est aggraver les choses. L'appel s'est terminé quand Diana a commencé à pleurer et à raccrocher. Mais je ne ressentais plus de sympathie pour ma sœur. Je ressentais quelque chose de beaucoup plus froid et concentré. Diana m'avait systématiquement volé, ainsi qu'à notre père et à son propre mari, tout en maintenant la façade d'être la sœur responsable et généreuse qui méritait une compensation financière pour sa gentillesse.
Il était temps de lui montrer à quoi ressemblait la véritable responsabilité. Le lundi matin, je suis entré dans les bureaux du cabinet d'avocats Campbell & Associates avec une boîte de banquier pleine de preuves. Et une mission claire, je voulais comprendre mes options juridiques pour récupérer l'argent que Diana avait volé et protéger notre père de toute nouvelle exploitation financière. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de découvrir que Diana avait déjà essayé d'impliquer le même cabinet d'avocats dans son stratagème. L'avocate Sarah Campbell était une femme au regard perçant dans la cinquantaine, spécialisée dans le droit des aînés et les litiges financiers familiaux. Les murs de son bureau étaient tapissés de certificats et de récompenses, et son bureau était organisé avec la précision de quelqu'un qui avait passé des décennies à démêler des problèmes juridiques complexes. Monsieur Thompson, je comprends que vous êtes confronté à des problèmes financiers familiaux complexes. Pourquoi ne commencez-vous pas par me dire ce qui se passe? J'ai ouvert ma boîte de banquier et j'ai commencé à étaler les preuves chronologiquement, la facture de Diana, ma contre-documentation, les autorisations de mariage falsifiées et les dossiers montrant le détournement du fonds de soins de notre père. L'avocate Campbell a écouté sans interrompre, prenant parfois des notes sur un bloc-notes juridique. Quand j'ai terminé mon explication, elle s'est penchée en arrière dans sa chaise avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. M. Thompson, c'est une situation très grave impliquant plusieurs délits potentiels. Mais avant de discuter de vos options juridiques, je dois vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Elle a ouvert un classeur derrière son bureau et a sorti un dossier intitulé Brox, Diana, consultation uniquement. Votre sœur est venue me voir il y a 3 mois pour discuter de l'applicabilité légale des demandes de remboursement de cadeaux. Elle avait une facture très similaire à celle que vous venez de me montrer. Et elle voulait savoir si elle pouvait légalement vous obliger à payer pour les cadeaux qu'elle vous avait offerts au fil des ans. Ma bouche est tombée ouverte. Vous avez déjà vu la facture de Diana? J'en ai vu plusieurs versions, en fait. Diana est venue ici pour 3 consultations distinctes, chaque fois avec une comptabilité plus élaborée de ce qu'elle prétendait que vous lui deviez. Elle voulait que je l'aide à rédiger une lettre de mise en demeure légale qui vous forcerait à payer. Que lui avez-vous dit? L'expression de l'avocate Campbell s'est durcie. Je lui ai dit que les demandes de remboursement de cadeaux ne sont généralement pas exécutoires légalement, et que son approche soulevait plusieurs signaux d'alarme qui m'inquiétaient tant du point de vue juridique qu'éthique. Elle a ouvert le dossier de Diana et m'a montré des copies des factures que Diana avait apportées à leur réunion. La version la plus ancienne prétendait que je lui devais $18 000. La deuxième version était passée à $24 000. La version finale, qui correspondait à ce qu'elle avait présenté à ma fête d'anniversaire, réclamait $29 000. Elle n'arrêtait pas d'augmenter le montant, ai-je demandé. Pas seulement l'augmenter. Elle ajoutait des catégories de frais qui semblaient conçues pour maximiser le total plutôt que de refléter avec précision les dépenses réelles. Dans sa version finale, elle avait inclus des choses comme le travail émotionnel pour le maintien des relations familiales et des calculs de coûts d'opportunité pour le temps passé à la sélection des cadeaux. Avez-vous accepté de l'aider à collecter l'argent? Absolument pas. J'ai dit à Diana que sa facture semblait être un document de harcèlement plutôt qu'une réclamation financière légitime, et j'ai refusé de la représenter dans toute action liée à cela. L'avocate Campbell a feuilleté ses notes des consultations avec Diana. Ce qui m'inquiétait le plus n'était pas seulement la base juridique douteuse de ces réclamations, mais certaines des déclarations qu'elle a faites sur les arrangements financiers de votre famille. Elle a mentionné avoir accès au fonds de soins de votre père et a suggéré qu'elle prenait des décisions concernant sa situation de vie qui permettaient à la famille d'économiser de l'argent. Elle vous a parlé du fonds de soins de papa? Elle l'a mentionné dans le contexte d'expliquer à quel point elle avait été financièrement responsable par rapport aux autres membres de la famille. Elle a dit qu'elle avait réussi à organiser des soins plus rentables pour votre père que le placement coûteux en résidence assistée sur lequel vous aviez insisté. Mes mains se serraient en poing sans mon contrôle conscient. Avocate Campbell? Mon père n'a jamais reçu de soins professionnels. Diana a utilisé son fonds de soins pour acheter sa maison et la laisser emménager avec notre tante âgée à la place. L'expression de l'avocate Campbell est passée de l'inquiétude à l'alarme. M. Thompson, sur la base de ce que vous me dites et de ce que j'ai observé lors de mes consultations avec Diana, je crois que votre sœur pourrait se livrer à des abus financiers systématiques envers les personnes âgées en plus de la fraude contre vous. Elle a sorti un nouveau bloc-notes juridique et a commencé à prendre des notes détaillées. Alors que j'expliquais tout ce que j'avais découvert sur le fonds de soins détournés, les mensonges de Diana à Marcus sur son emploi et les documents falsifiés utilisés pour les paiements de mariage. C'est beaucoup plus grave que des litiges financiers familiaux, a-t-elle dit quand j'ai fini.
Diana a potentiellement commis des abus envers les personnes âgées, une fraude bancaire, une fraude hypothécaire et une usurpation d'identité. La complexité et la durée de ces stratagèmes suggèrent qu'il ne s'agit pas d'un comportement impulsif mais plutôt d'une activité criminelle calculée. Quelles sont mes options pour récupérer l'argent et protéger mon père? L'avocate Campbell a souligné plusieurs approches possibles, allant du litige civil aux plaintes pénales auprès du bureau du procureur. Mais ce qu'elle a recommandé le plus fortement était une action immédiate pour protéger notre père de toute nouvelle exploitation financière. Monsieur Thompson, compte tenu des antécédents de tromperie de Diana et des sommes d'argent importantes impliquées, je crains qu'elle n'ait accès à d'autres ressources financières familiales qui pourraient être menacées. Nous devons nous assurer que les actifs de votre père sont correctement protégés et que Diana ne peut accéder à aucun fonds supplémentaire. Elle a rédigé une lettre sur papier à en-tête officielle du cabinet d'avocats exigeant que Diana fournisse une comptabilité complète de tous les fonds qu'elle avait reçus des membres de la famille, retourne l'argent détourné du fonds de soins dans les 10 jours et cesse tout contact avec notre père concernant les questions financières. La lettre avertissait également que le non-respect entraînerait le dépôt de poursuites civiles et pénales. Avocate Campbell, que se passe-t-il si Diana refuse de coopérer? Alors nous passons aux accusations criminelles et aux litiges civils. Monsieur Thompson, votre sœur a commis plusieurs délits qui pourraient entraîner une peine de prison importante. Les preuves que vous avez rassemblées sont convaincantes et le schéma de comportement montre une intention criminelle claire plutôt qu'un simple malentendu. Alors que je me préparais à quitter son bureau, l'avocate Campbell m'a remis des documents supplémentaires à apporter à la banque et au médecin de notre père pour l'aider à le protéger de toute nouvelle manipulation financière. Une dernière chose, Monsieur Thompson. Lors de mes consultations avec Diana, elle a fait plusieurs commentaires suggérant qu'elle se sentait en droit d'avoir l'argent de la famille parce qu'elle croyait avoir été sous-évaluée et sous-payée pendant des années. Ce genre de pensée s'intensifie souvent, surtout lorsque les stratagèmes initiaux commencent à s'effondrer. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que la facture de Diana pour vous n'était pas la fin de ses exigences financières. C'était probablement le début d'une campagne plus agressive pour extraire de l'argent des membres de la famille. Si vous n'arrêtez pas cela maintenant, cela va probablement empirer. J'ai quitté le bureau de l'avocate Campbell avec une stratégie juridique complète et une compréhension beaucoup plus claire de ce à quoi j'avais affaire. Diana n'était pas seulement ma sœur qui avait pris de mauvaises décisions financières. C'était une criminelle calculatrice qui avait systématiquement fraudé sa propre famille tout en maintenant la façade d'être la personne responsable et généreuse qui méritait une compensation pour ses sacrifices. La facture qu'elle avait présentée à ma fête d'anniversaire n'était pas une demande de paiement. C'était le coup d'envoi de ce qu'elle avait prévu comme une attaque financière systématique contre sa propre famille. Mais Diana avait commis une erreur critique, elle avait supposé que je serais trop embarrassé ou trop passif pour riposter efficacement. Elle était sur le point d'apprendre à quel point elle avait tort. 2 jours après avoir rencontré l'avocate Campbell, j'ai commencé à orchestrer la réunion de famille la plus importante de ma vie d'adulte. Je l'ai appelée une réunion de réconciliation financière. J'ai invité tout le monde en expliquant que Diana et moi devions résoudre notre différend sur la facture devant la famille pour assurer la transparence et l'équité. Mes parents étaient confus mais ont accepté de venir. Mon oncle Franck et ma tante Marie, qui hébergeaient notre père, étaient impatients de participer après que j'ai expliqué en privé une partie de ce que j'avais découvert. Marcus a accepté immédiatement, me disant que lui et Diana devaient avoir des conversations sérieuses sur leur situation financière de toute façon. Diana était plus réticente mais a finalement accepté quand je lui ai dit que j'étais prêt à discuter des modalités de paiement de sa facture et que je voulais que la famille soit témoin de notre accord. J'ai loué une salle à manger privée au restaurant Riverside pour le dimanche après-midi, disant à tout le monde que je voulais que cette conversation ait lieu dans un endroit neutre où nous pourrions nous concentrer sur la résolution constructive de nos différends. Ce que je n'ai dit à personne, c'est que j'avais également invité l'avocate Campbell à y assister en tant que mon conseil juridique et témoin. La veille de notre réunion de famille, j'étais assis à ma table de cuisine avec Jessica, organisant mes preuves dans des dossiers de présentation pour chaque membre de la famille. Jessica avait observé mon enquête se dérouler avec un mélange de fascination et d'horreur. « Bart, es-tu absolument sûr de vouloir faire ça publiquement ?» a-t-elle demandé. « Une fois que tu auras mis toutes ces informations devant la famille, il n'y aura pas de retour en arrière. » Jessica a choisi de rendre cela public lorsqu'elle m'a remis sa facture devant tout le monde à ma fête d'anniversaire. Elle voulait m'humilier et me faire passer pour un frère ingrat qui profitait de sa générosité depuis des années. Jessica a ramassé la facture originale de Diana et a secoué la tête. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle a réellement calculé des intérêts sur les cadeaux et a facturé le travail émotionnel.
À quoi pensait-elle? Elle pensait qu'elle pouvait manipuler le récit familial pour se faire passer pour la victime, tout en me positionnant comme la personne qui devait de l'argent. C'était une attaque calculée conçue pour me mettre sur la défensive pendant qu'elle continuait à voler de l'argent à notre famille. J'avais passé la semaine depuis ma rencontre avec l'avocate Campbell à préparer cette confrontation, avec la même approche méthodique que Diana avait utilisée pour créer sa facture. Chaque affirmation que j'allais faire était documentée par des relevés bancaires, de la correspondance officielle ou des témoignages. Chaque accusation était étayée par des preuves qui pourraient tenir devant un tribunal si nécessaire. La présentation que j'avais préparée était organisée en 4 sections, les fausses déclarations de Diana, ses dettes réelles envers moi, son activité criminelle et les mesures nécessaires pour protéger notre père de toute nouvelle exploitation financière. Chaque membre de la famille recevrait un dossier contenant des copies des documents pertinents et l'avocate Campbell serait présente pour expliquer les implications juridiques du comportement de Diana. « Que penses-tu que Diana fera quand tu présenteras toutes ces preuves ?» a demandé Jessica. « Je ne sais honnêtement pas. Elle pourrait tout nier, elle pourrait s'effondrer et avouer, ou elle pourrait essayer de retourner la situation et me blâmer d'avoir envahi sa vie privée ou d'être vindicatif. Mais peu importe ce qu'elle fait parce que les preuves parlent d'elle-même. » J'avais également préparé une déclaration écrite que je prévoyais de lire pour m'assurer de couvrir tous les points importants sans être déraillé par des émotions ou des interruptions. La déclaration exposait la chronologie des tromperies de Diana, quantifiait les dommages financiers à notre famille et présentait des demandes spécifiques de restitution et de changement de comportement. Dimanche matin, je me suis réveillé avec le genre d'énergie nerveuse que je ressentais avant des présentations importantes au travail. Mais il ne s'agissait pas de conclure une affaire ou d'impressionner des clients. Il s'agissait d'exposer un comportement criminel systématique au sein de ma propre famille et de protéger les personnes que j'aimais d'une nouvelle victimisation. Jessica préparait le petit déjeuner pendant que je passais en revue mes notes une dernière fois. « Es-tu prêt pour ça ?» a-t-elle demandé. « Je suis prêt. » Diana a passé des années à planifier son attaque sur les finances de notre famille tout en maintenant la façade d'être la sœur généreuse et responsable. Elle vit dans un mensonge depuis si longtemps qu'elle croit probablement sa propre histoire d'être sous-appréciée et sous-payée. Et si la famille ne te croit pas? Et s'ils pensent que tu es vindicatif ou que tu exagères? Alors l'avocate Campbell expliquera la réalité juridique de ce que Diana a fait. Et ils comprendront qu'il ne s'agit pas d'un drame familial. Il s'agit d'un crime. Je suis arrivé au restaurant Riverside 30 minutes en avance pour préparer la salle à manger privée. J'ai disposé les dossiers de preuves à chaque place et positionné un petit chevalet avec un graphique chronologique montrant les tromperies financières de Diana au cours des 5 dernières années. L'avocate Campbell est arrivée 15 minutes avant l'heure prévue pour l'arrivée de la famille et nous avons revu la séquence de présentation une dernière fois. Monsieur Thompson. Je tiens à vous rappeler qu'une fois que nous aurons commencé cette présentation, nous menons essentiellement une confrontation formelle sur un comportement criminel. Diana pourrait se sentir acculée et réagir de manière imprévisible. Êtes-vous prêt à l'éventualité que cette réunion devienne très émotionnelle? Je suis prêt à tout. Diana manipule et vole notre famille depuis des années tout en jouant le rôle de la victime. Aujourd'hui, ça s'arrête. Mes parents sont arrivés les premiers, l'air confus par la configuration formelle mais essayant d'être solidaires. L'oncle Franck et la tante Marie sont arrivés ensuite, tante Marie semblant particulièrement inquiète puisqu'elle s'occupait de notre père et avait été témoin de ses difficultés financières. Marcus est arrivé seul, expliquant que Diana serait en retard de quelques minutes parce qu'elle avait voulu revoir ses propres dossiers financiers avant la réunion. Quand Diana est enfin entrée dans la salle à manger, elle portait un portfolio en cuir et arborait la même expression confiante qu'elle avait eue lorsqu'elle avait présenté sa facture à ma fête d'anniversaire. C'est une configuration assez élaborée pour une discussion familiale, a-t-elle dit en prenant place et en jetant un coup d'œil au dossier de preuves. J'espère que nous pourrons garder cela productif et concentré sur la recherche d'une résolution équitable. L'avocate Campbell s'est présentée comme mon conseil juridique, ce qui a immédiatement changé l'atmosphère dans la pièce. La confiance de Diana a vacillé lorsqu'elle a réalisé que ce n'allait pas être une conversation familiale décontractée sur les attentes en matière de cadeaux. Diana, ai-je dit en ouvrant mon dossier de présentation. Il y a 3 semaines, tu m'as présenté une facture prétendant que je te devais 29 000 $ pour des cadeaux que tu m'as offerts sur 31 ans. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde ce que j'ai découvert quand j'ai enquêté sur tes réclamations. J'ai regardé autour de la table les membres de ma famille, des gens que j'avais connus et en qui j'avais confiance toute ma vie. Ce que j'ai trouvé, c'est que la facture de Diana n'est pas seulement fausse sur l'argent.
Elle fait partie d'une tromperie calculée qui dure depuis des années et il est temps que tout le monde comprenne la vérité. Diana a ouvert la bouche pour objecter, mais l'avocate Campbell a levé la main. Madame Brooks, je vous recommande d'écouter la présentation complète avant de répondre. Sur la base de mon examen des preuves, vous voudrez peut-être consulter votre propre avocat avant de faire des déclarations. La confrontation que je planifiais depuis des semaines était sur le point de commencer et je pouvais voir dans les yeux de Diana qu'elle commençait enfin à comprendre l'ampleur de ce à quoi elle faisait face. J'ai ouvert mon dossier de présentation et j'ai regardé directement Diana. Il y a 3 semaines, tu m'as donné une facture prétendant que je te devais 29 000 $ pour des cadeaux et un soutien familial. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde ce que j'ai découvert quand j'ai enquêté sur tes réclamations. Le silence dans la salle à manger privée était absolu, à l'exception des sons étouffés du restaurant au-delà de notre porte fermée. J'ai placé la facture originale de Diana au centre de la table où tout le monde pouvait la voir. Cette facture énumère 26 ans de cadeaux, de prêts et ce que Diana appelle le travail émotionnel qui, selon elle, a créé une dette que je lui dois. Chaque montant en dollars est calculé avec des intérêts et chaque interaction entre nous a reçu une valeur monétaire. Ma mère a attrapé ses lunettes de lecture et a tiré la facture plus près. Diana chérie, je ne comprends pas. Pourquoi facturerais-tu ton frère pour des cadeaux de Noël? La voix de Diana était stable mais défensive. Maman, j'ai été financièrement généreuse avec Bart pendant des années tout en luttant pour constituer mes propres économies. J'essayais simplement d'établir une compensation équitable pour les sacrifices que j'ai faits. J'ai ouvert la première section de mon dossier de preuves. Diana, parlons de sacrifices. Selon mes relevés bancaires sur la même période couverte par ta facture, je t'ai donné ou prêté environ 63 000 $. J'ai distribué des copies de relevés bancaires montrant des virements à Diana, des paiements effectués en son nom et des prêts qui n'ont jamais été remboursés. Marcus fixait les documents avec une alarme croissante. 63 000 $? A demandé mon père. Bart, pourquoi ne savions-nous pas cela? Parce que Diana m'a demandé de garder nos arrangements financiers privés. Elle a dit qu'elle était gênée d'avoir besoin d'aide et ne voulait pas que la famille s'inquiète de sa situation. Le sang-froid de Diana commençait à se fissurer. Bart, tu sors ces transactions de leur contexte. Une partie de cet argent était pour des dépenses partagées légitimes. Comme ton mariage? J'ai placé les formulaires d'autorisation falsifiés du Willow Creek Country Club sur la table. Diana, ce sont les formulaires d'autorisation de paiement pour 15 000 $ que tu as débités sur mon compte pour tes frais de mariage. Est-ce ta signature ou la mienne? Marcus a saisi les documents et les a étudiés de près. Diana, qu'est-ce que c'est? Tu m'as dit que tes parents avaient payé le mariage. Nous en avons payé une partie, a dit ma mère l'air confus. Nous t'avons donné 8 000 $ pour la réception. Diana était piégée. Elle avait dit à Marcus que ses parents avaient tout payé, dit à nos parents qu'ils n'avaient couvert qu'une partie des dépenses et caché le fait qu'elle avait volé 15 000 $ sur mon compte pour combler la différence. Il y a plus, ai-je continué en plaçant les dossiers de l'enquête sur le fonds de soins de notre père sur la table. Diana, en mars 2020, j'ai transféré 45 000 $ vers ce que je pensais être un fonds fiduciaire pour les soins assistés de papa. Où est cet argent? Tante Marie s'est penchée en avant avec intérêt. Soins assistés? Robert vit avec moi depuis 2 ans. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas se permettre des soins professionnels avec sa sécurité sociale. La révélation a frappé nos parents comme un coup physique. Le visage de ma mère est devenu pâle quand elle a compris ce que je disais. Diana, tu nous as dit que papa avait choisi de vivre avec Marie parce qu'il voulait rester indépendant. Il a choisi ça, a dit Diana faiblement. La situation de vie assistée est devenue inutile quand d'autres arrangements ont fonctionné. L'avocate Campbell a pris la parole pour la première fois depuis les présentations. Madame Brooks, l'utilisation de fonds désignés pour les soins aux personnes âgées pour des dépenses personnelles constitue un abus financier envers les personnes âgées en vertu de la loi de Virginie. C'est un crime qui entraîne des sanctions pénales importantes. Diana a enfin compris qu'il ne s'agissait pas d'un désaccord familial sur les attentes en matière de cadeaux. C'était une accusation formelle de comportement criminel avec des conséquences juridiques. Marcus fixait sa femme avec un mélange de choc et de trahison. Diana, notre acompte pour la maison. Tu m'as dit qu'il provenait du fonds fiduciaire de ton grand-père. As-tu utilisé cet argent du père de Bart pour acheter notre maison? La façade soigneusement construite de responsabilité financière de Diana s'effondrait en temps réel. Marcus, je peux tout expliquer.
J'allais remplacer l'argent de papa avant qu'il n'en ait besoin. J'avais un plan d'affaires qui aurait généré assez de revenus pour rembourser tout le monde. Quel plan d'affaires? Ai-je demandé. Diana, Marcus pense que tu travailles pour une entreprise de marketing à Chicago. As-tu un emploi? Ou pas? Le silence qui a suivi était dévastateur. Diana a regardé autour de la table les membres de la famille qui commençaient à comprendre l'ampleur de ces tromperies. Je construis un cabinet de conseil, a-t-elle dit doucement. Cela a été plus lent à se développer que prévu, mais j'allais pouvoir remplacer tout l'argent que j'ai emprunté. Emprunté? La voix de l'oncle Frank était incrédule. Diana, tu as volé de l'argent destiné aux soins médicaux de ton père et tu l'as utilisé pour acheter une maison. Ce n'est pas un emprunt, c'est du vol. L'avocate Campbell a placé un document formel sur la table. Madame Brox, ceci est une lettre de mise en demeure vous obligeant à fournir une comptabilité complète de tous les fonds familiaux auxquels vous avez accédé, à retourner l'argent des soins détournés dans les 10 jours et à cesser tout contact financier avec les membres de la famille jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. Diana a lu la lettre avec des mains visiblement tremblantes. Que se passe-t-il si je ne peux pas tout rembourser immédiatement? Alors nous déposons des accusations criminelles et un litige civil pour récupérer les fonds volés, a répondu l'avocate Campbell d'un ton neutre. L'abus financier envers les personnes âgées, la fraude bancaire, la fraude hypothécaire et l'usurpation d'identité sont des crimes graves qui entraînent des peines de prison importantes. Marcus s'est levé brusquement. Je dois appeler notre société hypothécaire. Si notre acompte était de l'argent volé, nous pourrions perdre notre maison. Il a regardé Diana avec une expression de trahison complète. Comment as-tu pu faire ça à notre famille? Comment as-tu pu mentir sur tout? Diana s'est finalement effondrée complètement. Des années à maintenir des mensonges élaborés tout en jouant le rôle de la sœur responsable et généreuse avaient fait des ravages, et elle a sangloté en essayant d'expliquer ses motivations. J'étais fatiguée d'être ignorée, a-t-elle dit à travers ses larmes. Bart semblait toujours avoir tout si facile. Bon travail, mariage parfait, succès financier. Pendant ce temps, je luttais pour construire la vie que Marcus et moi méritions et j'avais l'impression que tout le monde s'attendait à ce que je sois reconnaissante d'avoir l'opportunité de soutenir le succès de Bart avec mes propres sacrifices. Ma mère a tendu la main à travers la table et a pris celle de Diana. Chérie, nous n'avons jamais attendu de toi que tu te sacrifies pour Bart. Nous vous aimons tous les deux également et nous voulons que vous soyez tous les deux prospères et heureux. Mais Diana, a ajouté mon père, sa voix lourde de déception, voler de l'argent à ta propre famille et mentir à ton mari n'est pas la façon de construire la vie que tu veux. C'est la façon de détruire les relations qui comptent le plus. L'avocate Campbell a souligné les étapes que Diana devrait suivre pour éviter des poursuites pénales, remboursement immédiat des fonds volés, divulgation financière complète à Marcus et à nos parents, et inscription à des conseils financiers pour traiter les problèmes sous-jacents qui avaient conduit à son comportement criminel. Madame Brox, vous avez 10 jours pour liquider tous les actifs nécessaires pour retourner les $60 000 que vous avez pris aux membres de la famille. Si vous ne pouvez pas réunir le montant total, nous aurons besoin d'un plan de paiement détaillé avec des garanties pour assurer la conformité. Diana a regardé autour de la table les membres de la famille qui luttaient pour concilier la sœur qu'ils avaient connue avec le comportement criminel qu'elle cachait. Je vendrai la maison s'il le faut, a-t-elle dit doucement. Je n'ai jamais voulu que quelqu'un soit blessé. Je pensais pouvoir tout arranger avant que quelqu'un ne découvre ce que j'avais fait. Marcus était déjà au téléphone avec leur société hypothécaire pour essayer de comprendre leur exposition juridique à cause de l'acompte frauduleux. La conversation n'allait clairement pas bien. Nous avons 48 heures pour rembourser l'acompte volé ou ils lanceront une procédure de saisie, a-t-il annoncé en raccrochant. Diana, nous allons tout perdre à cause de tes mensonges. Mais l'avocate Campbell avait de meilleures nouvelles que Marcus ne l'espérait. Monsieur Brox, si vous coopérez pleinement avec le processus de restitution et pouvez documenter que vous n'étiez pas au courant de la source de financement frauduleuse, vous pourrez peut-être éviter la responsabilité pénale personnelle. La société hypothécaire travaillera probablement avec vous sur un plan de paiement plutôt que sur une saisie si vous êtes proactif pour résoudre la situation. Au cours des 3 heures suivantes, nous avons élaboré un plan de restitution complet. Diana et Marcus vendraient leur maison et utiliseraient le produit pour rembourser les fonds familiaux volés. Diana fournirait une divulgation financière complète pour s'assurer qu'aucun autre argent de la famille n'avait été détourné. Et surtout, notre père recevrait enfin les soins professionnels dont il avait besoin, financés par l'argent que Diana retournait.
La réunion de famille s'est terminée par l'accord de Diana sur toutes les conditions de restitution et ses excuses à chaque membre de la famille individuellement. Marcus a annoncé qu'il demandait la séparation pendant que Diana s'occupait de ses problèmes financiers et psychologiques, mais il s'est engagé à aider à s'assurer que l'argent volé soit retourné. 6 mois plus tard, Diana avait terminé le processus de restitution et vivait dans un modeste appartement tout en occupant un emploi légitime à temps plein dans le marketing. Elle s'était inscrite à des conseils financiers et reconstruisait lentement ses relations avec les membres de la famille sur la base de l'honnêteté plutôt que de la manipulation. Notre père s'épanouissait dans un établissement de vie assistée de qualité qui fournissait le soutien médical dont il avait besoin tout en respectant son indépendance. Marcus et Diana travaillaient à reconstruire leur mariage grâce à une thérapie de couple axée sur la transparence financière et la communication honnête. Le processus était difficile, mais tous deux s'engageaient à créer une relation fondée sur la vérité plutôt que sur des tromperies élaborées. Le résultat le plus important a été que notre famille a appris la différence entre la générosité et la complaisance. Nous avons établi des limites claires autour du soutien financier tout en maintenant l'amour et les soins qui nous avaient toujours liés. Le comportement criminel de Diana avait été dévastateur, mais il nous a aussi appris l'importance de la responsabilité et de la transparence dans les relations familiales. Quant à la facture originale de Diana prétendant que je lui devais 29 000 $, l'avocate Campbell l'a encadrée et accrochée dans son bureau. Comme exemple de la façon dont les litiges financiers familiaux peuvent révéler des problèmes bien plus profonds que de simples désaccords sur l'argent. La leçon de vie que j'ai tirée de cette expérience a été profonde, la vraie générosité découle de l'amour, pas de l'obligation, et se protéger de la manipulation financière ne vous rend pas moins attentionné. Cela assure votre capacité à continuer d'aider les autres tout en maintenant les limites saines qui rendent possibles les relations authentiques. Diana a appris une leçon encore plus importante. Construire la vie que vous voulez nécessite un travail honnête et des relations authentiques, pas des stratagèmes élaborés pour extraire de l'argent des gens qui vous aiment. Les raccourcis qu'elle avait pris avaient failli détruire son mariage, ses relations familiales et sa liberté, mais avec un engagement à changer et une véritable responsabilité, même les relations les plus endommagées pouvaient être reconstruites sur une fondation de vérité et de respect mutuel. Aujourd'hui, nos réunions de famille sont plus petites mais plus authentiques. La facture de Diana nous a tous appris la différence entre tenir les comptes et garder la foi, et pourquoi la transparence financière est essentielle pour maintenir la confiance dans toute relation. Nous avons appris que l'amour ne se mesure pas en dollars dépensés ou en cadeaux offerts, mais dans la volonté d'être honnête, responsable et véritablement solidaire du succès de l'autre. Avez-vous déjà eu un membre de la famille ou un ami proche qui a essayé de manipuler votre générosité ou de retourner votre gentillesse contre vous? Comment avez-vous géré la situation et qu'avez-vous appris sur l'établissement de limites saines dans les relations? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si l'histoire de Diana vous a aidé à comprendre l'importance de la responsabilité financière dans les familles. Je tiens à remercier tous ceux qui ont regardé toute cette histoire et pris le temps de réfléchir aux leçons qu'elle contient. N'oubliez pas que se protéger de la manipulation n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour maintenir votre capacité à aider véritablement les personnes que vous aimez. Partagez-la pour plus d'histoires sur la dynamique familiale, les relations financières et le courage qu'il faut pour défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Partagez cette vidéo avec quiconque pourrait être confronté à une manipulation financière familiale similaire et rappelez-vous que les vraies relations familiales sont construites sur l'amour, l'honnêteté et le respect mutuel, et non sur le suivi de qui doit quoi à qui. À la prochaine fois, prenez soin de vous et des gens que vous aimez et ne laissez jamais personne vous convaincre que la gentillesse exige que vous acceptiez la malhonnêteté ou l'abus.